Une enseignante en mathématiques est soudain victime de terribles douleurs abdominales. Sa famille est rongée par l'inquiétude. Certaines nuits, je m'endormais en pleurs parce que je ne pouvais rien faire pour elle. Les violents et terrifiants symptômes ne lui laissent aucun répit. Ses organes vitaux donnent des signes de défaillance. J'ai cru qu'elle allait mourir sous nos yeux. Les médecins auront-ils le temps d'identifier le mal mystérieux avant qu'il ne soit trop tard? Dans la banlieue de Saint-Louis, au Missouri, Donna Bowley, professeure de mathématiques dans une classe de 7e, arrive à l'école comme chaque matin au volant de sa voiture. Mais soudain, elle est victime d'un malaise. Mes pieds étaient si engourdis que je sentais à peine les pédales. J'avais très peur de manquer la pédale de frein sans le savoir. J'étais paniquée. Donna tente de se rendre jusqu'à sa classe, mais son corps l'a trahi. Mes jambes enflaient au point que mon pantalon commençait à être trop serré. Je perdais toute sensation dans les mains et les pieds. Tout au long de la journée, Donna s'efforce de cacher sa souffrance à ses élèves. Un des principaux moteurs de Donna, c'est l'amour de son métier. Elle aime vraiment enseigner et apprendre. Cela fait partie intégrante d'elle-même. Elle a besoin d'être entourée d'enfants, d'élèves. Donna lutte pour ne rien laisser paraître et donner ses cours comme d'habitude. Et elle n'est pas d'humeur à punir les élèves indisciplinés. Soudain, elle est pliée en deux sous l'effet d'une douleur fulgurante à l'estomac. Qu'est-ce qui peut expliquer une crise d'une telle violence? Comme beaucoup de mes collègues, j'ai vraiment cru qu'elle avait attrapé une maladie. Au tout début, on pensait qu'elle avait la grippe. Pendant plusieurs jours, les symptômes apparaissent par éclipse. Mais Donna ne comprend pas qu'une banale grippe puisse la terrasser à ce point. Ses douleurs abdominales sont intolérables et surviennent sans crier gare. En arrivant à l'école, je dois monter un escalier. Dans l'état où étaient mes jambes, je devais pratiquement gravir les marches en rampant. En me voyant, le directeur m'a dit « Donna, qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « J'essaie de faire mon travail ». Il m'a regardé et m'a dit « Rentrez chez vous ». Donna a tout juste assez d'énergie pour regagner son domicile. Elle croit encore qu'elle est victime d'une maladie éprouvante, mais commune. Elle ignore que ses jours sont en danger. Je croyais que c'était une infection des sinus. Mes douleurs au ventre avaient encore empiré. Je pensais que c'était une grippe. Mais Jim, son mari, et Steve, son fils de 16 ans, se rendent compte qu'elle est bien plus gravement atteinte qu'elle ne le croit. C'était comme une grippe qui ne voulait pas guérir. Et son état empirait progressivement. Il était évident que ce n'était pas un simple rhume.
L'origine des symptômes de Donna serait-elle à chercher du côté de l'école? Jim, son mari, est extrêmement inquiet pour elle. Jamais il ne l'a vue aussi malade. À peine quelques semaines auparavant, Jim et Donna sont allés camper et faire des parties de barbecue avec la famille de Jim dans la campagne du Missouri. Jim et mon beau-frère Richard faisaient des barbecues à tour de rôle. On a passé de très bons moments. Ils étaient heureux d'être ensemble, de rire, de faire des blagues, d'être en plein air avec les enfants et de profiter pleinement de ces moments de bonheur. Mais quelques semaines plus tard, les mystérieux symptômes réapparaissent. La santé de Donna se dégrade à vue d'œil. Aurait-elle été piquée par un insecte à la campagne? Ces troubles seraient-ils d'origine alimentaire? Mais si c'est le cas, comment expliquer que personne d'autre ne soit tombé malade dans sa famille? Tout à coup, elle a terriblement changé physiquement, de façon spectaculaire. J'ai pensé qu'elle était peut-être victime d'une maladie grave. À ce moment-là, plusieurs personnes ont pensé qu'elle devait avoir un cancer et qu'elle refusait d'en parler. Donna se décide enfin à consulter un médecin. Les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements peuvent à la rigueur traduire une banale grippe, mais rien n'explique la violence des symptômes ni la perte de sensation dans les jambes. Mon médecin ignorait ce que j'avais. Il m'a donc envoyé chez un gastro-entérologue. Donna est réconfortée par la présence de Jim, qui tient à l'accompagner à tous les rendez-vous chez le médecin. Jim est venu avec moi à toutes les consultations. Il voulait en savoir aussi long que moi sur ma maladie et sur le traitement à suivre. Le gastro-entérologue énonce son diagnostic. Donna est atteinte d'une maladie appelée le syndrome du côlon irritable. Les symptômes du syndrome du côlon irritable sont très similaires pour ce qui est des crampes et des maux d'estomac. Et il a dit qu'ils survenaient par intermittence. C'était exactement mon cas, ça se produisait par éclipse, donc les symptômes semblaient correspondre. En cas de crise aiguë, Donna devra sans doute prendre des médicaments, mais la maladie n'est pas mortelle. J'étais soulagée qu'on ait trouvé ce que j'avais. On m'avait prescrit des comprimés, j'allais devoir m'en accommoder de mon mieux pour le restant de mes jours, mais j'étais contente. Donna est satisfaite d'avoir enfin une explication à ses symptômes. Mais son soulagement est de courte durée. Environ un mois plus tard, ses douleurs reprennent, plus violentes que jamais. Elle passait son temps couchée sur le sofa ou à vomir dans la salle de bain. Je l'entendais gémir à l'étage. Certains soirs, je m'endormais en pleurant parce que je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je restais étendu dans mon lit à l'écouter. C'est difficile de déterminer avec précision un mal qui vous tue. Mais je sentais que j'étais en train de mourir. Les symptômes sont d'une telle violence que Donna ne peut plus croire à un simple syndrome du côlon irritable. Elle craint d'être atteinte d'une maladie incurable. J'ai téléphoné à ma mère parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. En fait, je l'appelais pour lui dire adieu. Quand elle m'a appelée, elle pleurait au téléphone parce qu'elle se sentait horriblement mal. Et je lui ai dit, « Donna, tu dois aller à l'hôpital. » Jim répugne à conduire sa femme à l'hôpital. Il préfère attendre de voir si le traitement fera effet. Mais sa femme est si mal en point qu'il n'a pas le choix.
Il a rappelé au bout de 10-15 minutes en disant « J'amène Donna à l'hôpital ». Et j'ai juste dit « Merci, mon Dieu ». Donna serait-elle affectée par un autre mal qui aurait échappé au médecin? Quelque chose qui menacerait sa vie? Je ne comprenais rien à ce qui lui arrivait. J'habite à 5 minutes de l'hôpital Saint-Anthony et je priais le ciel qu'elle soit encore vivante à mon arrivée. L'organisme de Donna connaît de multiples défaillances. Elle est victime de violentes convulsions. Elle s'enfonçait très rapidement. Elle n'arrivait même plus à respirer. J'ai cru qu'elle allait mourir. Elle était au plus mal, son état était critique, et à plusieurs reprises, on a cru qu'elle ne s'en sortirait pas. Dans la salle d'urgence, l'ambiance est frénétique. Elle est passée en code bleu, ce qui signifie qu'elle était morte. Le pire est arrivé. Le cœur de Donna a cessé de battre et les médecins déclenchent une alerte de code bleu. La jeune femme est en train d'agoniser. Les médecins font l'impossible pour la réanimer, mais ses chances de survie sont minces. S'ils ne parviennent pas à la sauver, ils risquent de ne jamais obtenir la réponse à une question lancinante. Quel mal sournois est en train de tuer Donna Bowley? Dans un hôpital de Saint-Louis, Donna Bowley est entre la vie et la mort. Quelques heures plus tôt, son cœur a cessé de battre à 2 reprises et les médecins ont dû tout mettre en œuvre pour la réanimer. C'était très frustrant pour nous. On ne savait pas ce qui l'avait mise dans un état aussi grave. Les médecins se seraient-ils trompés en diagnostiquant un syndrome du côlon irritable? Cette affection relativement bénigne dissimulerait-elle une maladie beaucoup plus grave? Bouleversé, le mari de Donna ne quitte pas son chevet et ses fils vivent un cauchemar. Elle était branchée à toutes sortes de machines. Elle avait des tuyaux qui lui sortaient de la bouche et du nez. Vous imaginez l'effet que ça peut faire de voir sa mère dans cet état? Je me sentais totalement impuissant. Dans l'espoir de trouver un indice, les médecins passent en revue le tableau clinique de Donna et la soumettent à une batterie de tests. On recherchait diverses maladies. On essayait de savoir si elle n'avait pas un sepsis, c'est-à-dire une infection massive du sang à partir d'un foyer situé dans l'organisme. Les radios des poumons présentaient ce qu'on appelle des infiltrats pulmonaires, reflétés par des zones floues. Mais ces symptômes ne sont hélas d'aucun secours pour établir un diagnostic. Nous étions vraiment perplexes face à ce cas. Elle présentait un éventail de symptômes qui ne permettaient pas de poser un diagnostic unique. Même si la cause de son mal demeure inconnue, la patiente connaît cependant une guérison miraculeuse. À son grand soulagement, les médecins lui annoncent que ses convulsions et sa défaillance cardiaque ne devraient pas lui laisser de séquelles. Quelques semaines après avoir frôlé la mort, elle est autorisée à quitter l'hôpital. Ils pensaient que ce serait sans conséquence. À ce stade, ils voulaient seulement que je reprenne des forces pour pouvoir rentrer chez moi. Donna ne reprend pas son travail, le temps de bien récupérer. Jim est aux petits soins pour elle. Jim était très inquiet. Il rentrait à la maison dès la fin des cours ou après ses réunions
et me préparait à manger. Elle avait l'air très heureuse que tout se passe bien à la maison et qu'il se charge de tous les repas. Donna est rassurée. Ces terribles symptômes ont disparu. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais encore très faible, mais je n'avais plus de crampes d'estomac ni de vomissements. Je commençais à aller mieux. Plusieurs mois après avoir frôlé la mort et près d'1 an après ses premiers symptômes, Donna reprend son poste de professeur de mathématiques. Mais le stress lié à l'école l'épuise. Elle a repris ses cours, mais tous les soirs, elle rentrait littéralement épuisée par sa journée, à tel point qu'elle restait couchée sur le canapé. Donna a repris un peu le dessus, mais elle supporte mal le stress de la vie scolaire. Un élève à problème lui donne du fil à retordre. On avait toutes les deux des élèves adolescents et je sais qu'ils peuvent avoir un comportement très instable. Un jour, ils vous en veulent à mort, le lendemain, ils sont comme des agneaux et vous adorent. Les symptômes de Donna seraient-ils dus au stress de son métier? Elle n'avait plus autant d'énergie. Elle était pâle et semblait très faible. Je mettais ça sur le compte du stress à l'école. Ça me paraissait juste pire qu'avant. J'en ai parlé à ma mère parce que je sentais que ça recommençait. Elle avait horriblement mal par moments. Je lui ai dit « Où as-tu mal exactement ?» Elle a désigné son ventre et j'ai dit « On dirait que c'est comme avant mon hystérectomie. » Elle m'a dit « Va voir ton gynécologue, il faut peut-être chercher par là. » La mère de Donna se souvient d'avoir ressenti les mêmes douleurs abdominales avant qu'on ne lui diagnostique des kystes aux ovaires. Serait-ce une maladie d'origine génétique? La famille espère que le gynécologue trouvera l'explication de ces symptômes. Elle avait l'air très mal en point, très malade, ce qui m'a beaucoup inquiété. Je me demandais si elle avait quelque chose de grave, comme un cancer. Pour les médecins, il est désormais exclu que cette patiente souffre uniquement d'un syndrome du côlon irritable. Mais ils ne savent absolument pas quelle autre maladie peut l'affecter à ce point. Généralement, les sujets atteints du syndrome du côlon irritable sont pour le reste bien portants. Ils ne paraissent pas épuisés par une maladie chronique, alors qu'elle était au bout du rouleau. Au bout de quelques jours, le médecin pense avoir trouvé la réponse. Ils m'ont découvert un kyste sur un ovaire. Ils ont décidé de pratiquer une hystérectomie. L'échographie n'a rien révélé de plus. On a donc décidé d'opérer pour s'assurer qu'elle n'avait rien de malin. Les médecins ne sont pas sûrs que le kyste explique la longue maladie de Donna. Serait-ce une tumeur cancéreuse? Mais peu avant l'intervention, Donna est transportée d'urgence à l'hôpital, en proie à de violentes douleurs. Sa tension artérielle avait chuté. Elle avait une forte fièvre. On a cru à une rupture de quelque chose ou à une infection. Elle a fait beaucoup de convulsions. Elle en a eu au moins 8 sur place et ça a continué à l'étage inférieur. C'était beaucoup. Donna était très malade quand elle est arrivée.
Elle oscillait entre lucidité et confusion. Parfois, elle avait l'air de savoir ce qui se passait, à d'autres moments, non. L'équipe médicale tente de faire tomber la fièvre. À quelques jours à peine de l'intervention, la maladie de Donna met de nouveau ses jours en danger. Son état empirait et devenait plus instable. Quel mal étrange s'attaque à la vie de Donna. Les médecins se doivent de résoudre cette énigme avant que la maladie n'ait raison de leur patiente. Au bout de 2 jours de violente fièvre, accompagnée de convulsions, Donna, inconsciente, est entre la vie et la mort. Son mari est auprès d'elle lorsqu'elle reprend lentement conscience. Je me suis réveillée et Jim était là. Je lui ai demandé ce qui se passait. Je croyais avoir dormi quelques heures. Il m'a dit, « Chérie, on est mercredi. » Jim a passé 2 jours et 2 nuits au chevet de Donna. J'étais reconnaissante à Jim d'être à l'hôpital avec moi. Il y était resté pendant 2 jours. La jeune femme doit être opérée le lendemain. Les médecins lui demandent si elle se sent la force de supporter l'intervention. Selon eux, son coma de 2 jours n'interdit pas d'opérer immédiatement. Ils hésitaient à m'opérer et j'ai dit, « Allez-y, faites-le et qu'on en finisse. » Je voulais qu'on me retire ce kyste parce que je pensais que c'était l'origine du problème. L'intervention aura donc lieu comme prévu. Si c'est un succès, le long combat de Donna contre sa mystérieuse maladie sera enfin terminé. Mais les médecins craignent que ce ne soit pas si simple. J'avais très peur de découvrir une maladie grave, comme par exemple un cancer des ovaires. Mais le médecin fait une découverte surprenante. Elle avait bien un minuscule kyste sur l'ovaire, mais bien trop petit pour expliquer ces terribles douleurs. L'intervention se déroule normalement. Mais brusquement, Donna s'enfonce. Elle s'est mise à avoir des difficultés respiratoires et sa tension a chuté. Ces signes vitaux sont alarmants. J'ai cru qu'elle allait mourir sur la table. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi mal en point. Elle était à un cheveu de la mort. Les médecins parviennent à la stabiliser, mais ils ne s'expliquent pas sa brutale défaillance. On réfléchit à toute vitesse. Y a-t-il une hémorragie, une infection? Pourquoi son état s'est-il aggravé à ce point lors d'une intervention aussi mineure? On réexamine le dossier médical de Donna. On ne s'explique toujours pas cette succession de crises. L'interniste et moi-même avions été formés ensemble en médecine interne par le même médecin qui nous avait appris à repérer et à scruter la moindre anomalie. C'était sa façon de travailler et il nous l'avait transmise. Les médecins passent en revue l'ensemble des symptômes disparates dont souffre leur patiente, comme sa mauvaise santé chronique et l'infection galopante qui ravage son corps. Puis, quelque chose a fait tilt dans ma tête. Douleur abdominale, anémie. Grâce à ma formation, tout ça m'a rappelé ces cas d'empoisonnement aux métaux lourds commis par des cinglés. Les symptômes de Donna sont analogues à ceux d'un empoisonnement à l'arsenic. Aurait-elle été empoisonnée? Mais comment? Les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic ressemblent énormément à ceux d'une grippe ou d'une intoxication alimentaire.
La plupart des médecins envisagent généralement ces deux affections et recherchent une origine biologique à ces symptômes. Donna, hi, could you wake up, Donna? We're going to take you off the respirator to see how well you Une fois de plus, Donna a vaincu le mal. Miraculeusement, son état s'améliore. Sa famille est dans la pièce quand on débranche le respirateur. Je me souviens qu'elle était branchée à toutes ces machines. C'était un spectacle extrêmement dur. Je ne savais pas quoi penser, quoi faire, où aller. Ils ont fait entrer mes deux fils et leur ont dit « On va débrancher votre mère maintenant pour qu'elle respire toute seule. » Ils ont dit que l'anesthésique s'était mélangé à quelque chose dans mon organisme et avait entraîné sa défaillance. Le lendemain, Donna reçoit enfin une bonne nouvelle. Son kyste ovarien est bénin. Je me suis dit que c'était en bonne voie. Elle n'aurait pas de saignement, on avait tout retiré. Elle n'aurait plus mal. Par précaution, les médecins veulent analyser son sang pour y détecter un éventuel empoisonnement aux métaux lourds. Ils demandent à Donna si elle se souvient d'avoir été exposée à un poison quelconque. Elle se rappelle avoir acheté de la mort au rat pour le potager de Jim. Des écureuils faisaient des razzias dans nos plants de tomates et il m'avait suggéré d'acheter de la mort au rat pour la disséminer tout autour et faire fuir les écureuils. Donna aurait-elle ingéré accidentellement de la mort au rat? On se raccrochait au moindre indice parce qu'on ne trouvait rien. On a donc effectué des analyses de toxicité aux métaux lourds dans l'hypothèse d'un empoisonnement ou d'une intoxication. Mais les tests ne donnent rien. Les résultats sont négatifs. Il n'y a pas de toxines dans le sang de Donna. Après avoir été à 2 doigts de la mort, la patiente connaît une guérison miraculeuse. Au bout de 3 semaines d'hospitalisation, elle peut enfin rentrer chez elle. Je n'avais plus de symptômes. Je commençais à me sentir beaucoup mieux que depuis des années. J'ai pensé que finalement, c'était grâce à l'hystérectomie et que j'allais guérir. La famille organise une petite fête pour son retour. Donna et son mari étaient très tendres. Ils nous ont reçus avec beaucoup de gentillesse. Le couple semble même vivre une nouvelle lune de miel. Il est allé s'acheter des sous-vêtements sexy. J'ai trouvé ça sympa. Il le faisait pour moi. Il n'y a pas un jour où il ne me disait pas qu'il m'aimait. Pas une fois où il partait sans m'embrasser le matin et l'après-midi à son retour. Les Bowley retrouvent enfin leur vie quotidienne. Papa préparait le petit déjeuner du dimanche matin. C'était lui qui faisait les repas tous les soirs. Maman s'occupait du linge. Ça s'était organisé comme ça. Papa faisait la cuisine et maman s'occupait du reste. Jim est tout petit soin pour sa femme. Il tient à suivre sa guérison pas à pas. En ouvrant le frigo, j'ai vu un bol de Jell-O et j'ai dit « Papa, est-ce que je pourrais en avoir ?» Il m'a répondu « Non, je l'ai fait spécialement pour ta mère. »
Après quelques mois de convalescence, Donna peut enfin recommencer à faire ce qu'elle aime tant, enseigner. Mais elle semble avoir du mal à se réadapter à l'école. Ça a recommencé. Les mêmes crampes, les mêmes vomissements, les mêmes symptômes. J'étais anéantie parce que je ne savais plus quoi faire. Quel est donc le mal sournois qui attaque Donna? Et pourquoi ces troubles surviennent-ils toujours quand elle reprend ses cours? Elle se sentait si mal qu'elle n'avait pas la force de marcher. Elle était dans un état épouvantable. Finalement, je me suis décidée à retourner chez le docteur. Mon médecin de famille m'a regardée et m'a dit « Pas question que ça recommence ». Et je me suis retrouvée à l'hôpital. Le médecin envoie Donna chez un rhumatologue. Des confrères nous réfèrent parfois des patients quand ils ne savent pas exactement de quoi ils souffrent, car les maladies des tissus conjonctifs se présentent parfois sous des formes déconcertantes. On a donc essayé d'identifier une maladie qui expliquerait tous ces symptômes. Un nouveau symptôme s'est d'ailleurs ajouté aux maux de Donna. Elle perd ses cheveux. La jeune femme est soumise à une nouvelle batterie de tests. Le Dr Spicer a décidé de pratiquer une ponction lombaire et on m'a fait de nombreuses analyses de sang. Il est revenu à la fin et m'a dit « Vous n'avez pas les symptômes classiques, mais nous pensons que vous souffrez d'un lupus. » Le lupus est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque à l'organisme même du sujet. Mais la perte des cheveux n'est pas un symptôme habituel du lupus. Le Dr Spicer doit donc découvrir pourquoi Donna perd ses cheveux. Il s'est avéré que c'était un trouble d'origine familiale, dont elle était affectée chroniquement depuis longtemps. Les médecins pensent avoir enfin identifié l'origine des symptômes. Ils autorisent Donna à quitter l'hôpital. Mais quelques jours plus tard, elle est à nouveau terrassée par des douleurs plus violentes que jamais. Si on ne trouve aucune solution, Donna risque de mourir à brève échéance. Dans un hôpital de Saint-Louis, Donna Bowley est en proie à une maladie aussi mystérieuse qu'invalidante. Cela fait des mois que les médecins cherchent en vain à identifier le mal qui la ronge, au point de mettre désormais sa vie en danger. Elle était dans un état de grande confusion. Au début, elle parlait, mais elle est devenue de plus en plus confuse et ne savait plus où elle se trouvait. Elle est devenue toute molle. Ses extrémités étaient très faibles. Elle ne parvenait pas à les mouvoir facilement. Elle avait aussi des difficultés à respirer à cause de sa faiblesse musculaire. Les médecins doivent à tout prix découvrir de quoi souffre leur patiente, et vite. Elle est si mal en point qu'elle ne peut même pas marcher jusqu'à la salle d'examen. Habituellement, nous n'accompagnons pas les patients, mais là, je l'ai fait car elle allait très mal. En chemin, l'infirmière s'aperçoit qu'elle a oublié le dossier médical dans la chambre. Elle revient le chercher. Elle entend alors des propos qui la figent brusquement sur le seuil. Je me suis appuyée contre le mur pour ne pas tomber en me disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà donc ce qui causait ces convulsions. L'infirmière a-t-elle découvert un indice décisif? Elle informe immédiatement l'un des médecins de ce qu'elle vient d'entendre.
Il m'a dit, vous savez ce que vous risquez? Vous pourriez être radié et avoir un procès pour erreur médicale si ce n'est pas vrai. Je lui ai répondu, je suis persuadée que c'est vrai. Sur la foi de ce témoignage, le médecin ordonne des analyses supplémentaires. Entre-temps, l'état de Donna s'est aggravé. Elle a l'esprit clair, mais son corps l'a trahi. Elle ne sent plus ses jambes ni ses mains. Elle est si faible qu'elle ne parvient même plus à signer un formulaire. Les médecins pratiquent d'autres tests pour évaluer l'étendue de la paralysie. C'était terrifiant de voir une femme aussi jeune, mère de 2 enfants, être paralysée des orteils au cou, de sorte qu'il fallait tout faire pour elle. Les soupçons de l'infirmière Juanita Garrett poussent les médecins à pratiquer à nouveau une recherche de poison. Non plus à partir du sang et des urines, mais des cheveux. L'analyse des cheveux est très efficace pour détecter une exposition prolongée au poison. Les cheveux poussent d'environ 2 cm par mois. Par conséquent, tout ce qui est ingéré au cours de cette période se retrouve dans les cheveux. Pourquoi les médecins font-ils à nouveau une recherche de poison chez Donna, puisque les premiers tests se sont avérés négatifs? En recevant les résultats, l'équipe est sous le choc. Ils sont positifs. Donna a été empoisonnée à l'arsenic. Les taux d'arsenic dans ses cheveux affichaient une augmentation spectaculaire au fil des mois, y compris lors de son hospitalisation. En revanche, l'arsenic reste indéfiniment dans les cheveux. Or, les premiers tests n'avaient porté que sur le sang et non sur les cheveux. Je n'étais pas soupçonneux au point de faire pratiquer ce test. Ce n'était que l'une des diverses explications possibles, et certains résultats nous éloignaient d'ailleurs d'un diagnostic d'empoisonnement aux métaux lourds. Donna sera-t-elle capable de survivre assez longtemps pour permettre d'identifier l'auteur du crime? Elle était incapable de s'exprimer verbalement. Elle était consciente, mais avec son corps paralysé, la communication était très difficile. Elle ne pouvait pas parler. Les policiers sont alertés. Mais comment interroger Donna dans son état? On récitait l'alphabet en commençant par la lettre A, et quand on arrivait à la bonne lettre, elle clignait des yeux. Il fallait épeler chaque mot. Je lui ai demandé si elle pensait que le poison se trouvait chez elle. Elle a fait signe que non. Chez des amis, elle a fait signe que non. À l'école où elle travaillait, là, elle a indiqué, en se servant du tableau alphabétique, que l'année précédente, elle avait eu des problèmes avec 2 élèves. Ceux-ci étaient impliqués dans des histoires de drogue. Donna aurait-elle été empoisonnée par un élève? Cela semble d'autant plus plausible que sa maladie a coïncidé avec l'année scolaire. Je lui ai dit que j'allais appeler le directeur le soir même, lui demander l'adresse des 2 adolescents et les faire venir au poste pour les interroger. Désormais, la police surveille Donna en permanence. Dès qu'on a reçu les résultats qui confirmaient un empoisonnement, on a transféré Donna à un autre service de soins intensifs de l'hôpital où on pouvait lui apporter la même qualité de soins tout en protégeant son identité. Le lendemain, le détective Grimmel revient voir Donna. Il a interrogé les élèves et pense qu'ils sont hors de cause. Le policier est surpris par la réaction de la patiente. Elle s'est mise à pleurer. Elle était manifestement bouleversée.
Elle m'a demandé de rester, m'a dit qu'elle ne souffrait pas et qu'elle avait quelque chose à me dire. Elle m'a dit qu'elle craignait que Jim, son mari, soit impliqué. Mais si c'est vraiment Jim, pourquoi ne l'a-t-elle pas accusé dès le début? Je crois qu'au fond, elle savait que c'était lui, mais elle ne voulait pas le croire. Et au début, elle se refusait à m'orienter sur cette piste. Donna parvient à expliquer aux policiers pourquoi elle soupçonne son mari. Elle m'a dit que quelques jours avant la rentrée des classes, Jim lui a tendu un verre de lait. Et après l'avoir bu, elle a vu un dépôt rosâtre au fond du verre. Elle lui en a parlé et il lui a dit que ça arrivait parfois avec cette marque de commerce. Donna fournit également une explication sur la façon dont Jim a pu se procurer l'arsenic. Il avait suggéré qu'on aille au supermarché acheter de la mort aux rats pour éloigner les écureuils de nos plants de tomates. Du coup, c'est moi qui ai acheté la première dose qui a servi à m'empoisonner. Donna pense aussi que Jim a des maîtresses. Quelques semaines avant sa dernière hospitalisation, elle a surpris une conversation téléphonique où Jim parlait d'une autre femme. Elle comprend maintenant que ce n'est pas pour elle qu'il s'est acheté des sous-vêtements neufs. Il parlait à quelqu'un. Il disait qu'il aimait les filles aux cheveux longs, qu'il les trouvait jolies, tout ça. Bref, il parlait de cette fille. Donna ne sait pas qu'au sein de l'hôpital, une autre personne partage ses soupçons. Avant d'entrer, j'ai compris qu'il était au téléphone et par discrétion, j'ai décidé de revenir quand il aurait terminé. C'est alors que je l'ai entendu se mettre à roucouler amoureusement. Et je savais que ce n'était pas avec sa femme. Puis il a parlé d'arsenic. Se peut-il que ce mari si attentionné, qui n'a pas quitté le chevet de sa femme tout au long de sa maladie, ait tenté de l'assassiner? Ce sont les soupçons de l'infirmière qui ont convaincu les médecins de procéder à une nouvelle recherche de poison. Elle a immédiatement alerté le médecin de garde cette nuit-là. Elle a sauvé la vie de Donna. Cette infirmière lui a vraiment sauvé la vie. Les policiers vont interroger Jim pendant 12 heures. En vain. Mais il finit par craquer sous la pression. Monsieur Bowley est passé aux aveux et a reconnu avoir empoisonné sa femme. À la suite de quoi, le procureur l'a inculpé d'agression au premier degré et de tentative de meurtre. Ma mère est venue me voir le soir et à l'aide du tableau alphabétique, je lui ai demandé où était Jim. Elle s'est approchée de mon lit, s'est penchée sur moi et m'a dit « Chérie, il a été arrêté. Il a avoué. » Donna Bowley s'interroge sur les mobiles de son mari. Selon elle, c'est la cupidité et le sexe. Jim voulait une autre vie. Moi, je croyais qu'on formait un bon couple, mais apparemment, je me trompais. Jim voulait toucher l'argent de l'assurance, continuer à avoir des maîtresses et poursuivre sa vie sans moi. En janvier 1994, Jim Bowley est déclaré coupable de voies de fait et tentative d'assassinat. Il est condamné à purger 2 peines de prison à vie dans un pénitencier d'État. Donna est toujours victime des effets dévastateurs du poison. Mais elle ne veut pas laisser le passé gâcher sa vie. Mentalement, je vais bien. Je me suis remariée avec un homme extraordinaire. J'ai une vie merveilleuse et j'en apprécie chaque instant.
Si je n'avais pas été capable de reprendre l'enseignement et de refaire ma vie, j'aurais eu le sentiment que Jim avait gagné sur toute la ligne. Mais j'ai repoussé cette pensée car je m'y refusais. Il m'avait mise par terre, mais j'étais résolue à me relever.